Oumar Timol, bonjour. Vous êtes écrivain, homme de lettres mauricien. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs œuvres, parmi lesquelles on peut citer Aphorismes, Fragments d'un corps, Journal d'une vieille folle. Et puis surtout, vous vous êtes récemment tourné vers la photographie. Vous avez réalisé le portrait de nombreux Mauriciens, mais également d'écrivains mauriciens plus particulièrement, qui ont été exposés dans le cadre du Printemps des Poètes au Blue Penny Museum. J'aimerais commencer avec vous à parler du Journal d'une vieille folle qui a également été adapté au théâtre récemment par Gaston Valaiden. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette œuvre, le Journal d'une vieille folle ? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a donc une dizaine d'années de cela, je me suis lancé dans un projet d'écriture poétique intitulé Fragments d'un corps, donc, qui est une étude poétique du sentiment amoureux de toutes les étapes de l'amour. Donc, des fragments, la rencontre, les premiers émois, la rupture, etc. Donc, ce sont des fragments. Et là, ensuite, il s'est produit quelque chose. Donc, ça, c'est le mécanisme assez difficile à expliquer, c'est assez complexe. Donc, est venu se greffer, si vous voulez, sur ces fragments, un texte romanesque, donc l'histoire d'une Mauricienne qui vit en France depuis longtemps et qui, dans son journal, raconte ses déboires, sa frustration et son amertume, où elle n'aime pas son mari et au bout d'un moment, elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme. Donc, on va dire que c'est un texte très hybride qui était un poème, qui est devenu un roman. Mais disons que j'ai tenté, à travers ce texte, d'explorer, disons, on va dire trois thématiques, dont la thématique amoureuse. Donc, il y a une question qui m'intéresse, c'est la question du rapport à l'autre. Est-ce que l'amour, passion, celui de Phèdre, par exemple, ou de Roméo et Juliette, est-ce que cet amour, passion est finalement illusoire? Est-ce qu'on aime véritablement la personne ou est-ce qu'on aime ce que j'appellerais le dream, le rêve, un rêve, Parce qu'il y a une grande part d'idéalisation de le sentiment amoureux, parce qu'on peut aimer une personne aujourd'hui, bon, ensuite ça ne marche pas, on revoit la personne 10 ans plus tard, on n'éprouve rien. C'est quand même bizarre. Donc comment peut-on passer d'un absolu du désir à l'absence du désir en 5 ans ou même 2 ans? Donc mon personnage, c'est une femme qui est âgée, donc elle a une grande lucidité par rapport, à l'impossibilité du sentiment amoureux dans un certain sens, mais elle ne peut s'empêcher d'aimer en même temps. Dans ce cas, donc, elle est mariée, donc elle aime un jeune homme qui ne l'aime pas évidemment. Donc pour moi, je voulais explorer cette tension entre la lucidité et, cette femme est empêtrée dans ses émotions. Donc il y a un tiraillement perpétuel entre ce qu'elle sait. Elle sait que c'est illusoire, mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc je pense que ça, c'est une thématique quand même. Et il n'y a pas de réponse vraiment à cette question. Donc une autre thématique, pour moi, c'est la thématique identitaire. Donc cette femme est une Mauricienne, donc elle est partie à Paris pour fuir la réalité mauricienne, pour devenir autre. Mais au bout du compte, elle n'est ni mauricienne ni française. Elle est étrangère en France, elle est étrangère à Maurice. Donc je pense qu'il y a un problème d'identité, qui est souvent le problème de pas mal de Mauriciens aussi. C'est une identité extrêmement complexe. Et aussi, je pense que le thématique du livre, c'est la quête existentielle. Au fond, c'est une femme qui est vide, qui est malheureuse. Et au fond, ce livre est une interrogation sur le sens de sa vie. Quel sens donner à sa vie alors qu'on est à la lisière de la mort? Donc, voilà. Et ce personnage, je pense qu'elle n'est pas folle. Elle se dit être folle. Il y a une part de folie dans le personnage, mais c'est une personne qui est très lucide, mais en même temps qui est aveuglée, si on veut. Donc, j'ai voulu explorer ces émotions. Et je pense qu'il en est ainsi des êtres humains. On n'est pas des boîtes, on n'est pas des robots. Il y a une complexité au niveau des émotions. Ce livre est donc un long monologue intérieur. À quel moment et comment vous est-il apparu qu'une adaptation théâtrale serait pertinente? Cette idée vient-elle de vous? Comment est né ce projet théâtral finalement? Donc une fois de plus, c'est assez étrange parce que moi, j'ai jamais pensé au théâtre. C'est après, donc c'est quand le livre a été publié, donc plusieurs personnes m'ont dit, tu sais, c'est une pièce de théâtre. Donc j'ai entamé des démarches, j'ai rencontré pas mal de metteurs en scène, avant de rencontrer finalement Gaston Valaiden, qui a accepté de l'adapter au théâtre. Et donc c'est Vinécha Bissundual, qui est une formidable comédienne qui a joué le personnage. Et c'est vraiment étrange parce que, bon, j'étais allé aux répétitions l'année dernière, donc je sais que c'est un texte violent, mais
c'est une violence, comment dire, de l'intimité, parce que c'est entre moi et le texte. J'écris le texte, et il y a ce personnage qui explose littéralement, hein, qui se laisse aller avec son cynisme, sa vulgarité, etc. Et soudain, de voir Vinécha sur la scène incarnée, j'étais un petit peu, comment dire, taken aback, un peu choqué, mais heureux en même temps. Vous savez, c'est un moment de pur bonheur, parce que vous savez, vous créez ce personnage. J'ai écrit celui avec mes tripes quand même. Donc je me suis donné à fond pour créer ce personnage. Et soudain, de voir ce personnage sur la scène, et Vinécha l'incarne si bien, c'était quand même un grand bonheur, une grande joie. Mais effrayant en même temps. Parce que je me suis dit, je sais la violence, mais je ne m'attendais pas à une telle violence. Parce que là, c'est une violence qui est réelle, si on veut. Donc, mais Gaston a fait une très belle mise en scène. Et pour moi, c'est un grand moment de bonheur, comme je l'ai dit. Parce que on a pu, bon, il y a des gens qui ont peut-être moins aimé la pièce, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup aimé. Donc, c'est une façon aussi de communier avec le public et entrer en résonance avec le public. Donc, parce que bon, peut-être qu'avec le théâtre, on a accès à notre public aussi. Et je pense que c'est une très belle expérience et que j'aimerais renouveler. Bon, j'aimerais bien essayer d'écrire d'autres pièces de théâtre. Et ce qui est intéressant aussi avec le théâtre, il me semble que c'est un genre qui est à mi-chemin entre la poésie et le roman. Donc, j'arrive pas vraiment à écrire des romans. Donc, peut-être que c'est un genre à explorer. Il y a d'autres thématiques. Bon, j'ai écrit aussi une pièce sur la violence politique, sur la mégalomanie du pouvoir. Donc, on verra. Peut-être qu'éventuellement, il y aura une adaptation. On verra. Comme je l'ai évoqué dans mon introduction, vous êtes également l'auteur d'un recueil d'aphorismes. D'où est née l'idée de ce recueil? Pourquoi des aphorismes? En quoi est-ce que c'est différent de la poésie? Donc, il y a un auteur français qui m'a énormément influencé, c'est La Rochefoucauld, donc, qui a vécu, si je ne m'abuse, au XVIIe siècle. Donc, il a écrit ses c'est pas des aphorismes, mais ses pensées, je ne me souviens plus. Mais ce sont des textes, en fond, ce sont des aphorismes que j'adore, parce qu'il est d'une précision extraordinaire, et il parle de l'égoïsme, de l'amour-propre, de tous les travers des hommes, des êtres. Et un beau jour, je me suis lancé, donc j'ai commencé à écrire des aphorismes, et je crois que, vous savez, il y a peut-être une dualité en moi, parce que c'est vrai que dans mes textes poétiques, je suis quelqu'un de très lyrique et à la limite de très romantique, excessivement peut-être. Peut-être que je patauge un peu dans l'émotion, mais les aphorismes, c'est une autre facette de ma personnalité, beaucoup plus lucide et sarcastique. Et je trouve que c'est agréable parfois justement d'utiliser le scalpel des mots pour, comment dire, analyser le côté absurde de la vie parfois. Donc, c'est être méchant, mais et bête parfois, mais en essayant de rire des choses. Donc, je trouve que c'est un art quand même assez intéressant, mais qui se rapproche aussi de la poésie. Parce que la poésie, c'est la précision aussi des mots et du langage. C'est essayer de dire beaucoup de choses avec peu de mots. Et je pense que l'aphorisme, c'est un peu la même démarche, sauf que la démarche poétique, du moins en ce qui me concerne, c'est du lyrisme et surtout les émotions, alors que là, c'est une sorte de lucidité très aiguë et excessive et sarcastique, si on veut. Vous êtes un artiste tourné vers de nombreux styles littéraires. Vos inspirations sont multiples, qu'elles viennent d'Orient ou d'Occident, d'horizons très variés. En premier lieu, ce livre que je découvre là sur vos étagères, le Coran, en quoi est-ce une source d'inspiration pour vous? Je suis musulman, donc le Coran, évidemment, c'est le texte sacré des musulmans, comme vous le savez. Bon, c'est évidemment un texte spirituel et religieux. Je ne dirais pas que c'est un texte littéraire, mais c'est un texte quand même qui est porté par un souffle poétique. Donc je crois que je suis très influencé. Bon, évidemment, malheureusement, je ne lis pas l'arabe, je ne comprends pas l'arabe, donc je lis en traduction. Donc là, j'ai une traduction de Denise Marceau qui me semble être une belle traduction. Et je pense que pour moi, le Coran, c'est le livre de la transcendance, c'est le livre du rappel au Créateur. Et disons que ce que je retiens, surtout, bon, c'est un livre multiple avec de nombreuses interprétations, évidemment. Bon, moi, je ne suis pas un expert, hein, loin de là. Mais ce que je retiens du Coran, donc, d'une part, c'est ce rappel à Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, de notre vie, de toutes les illusions, tout nous ramène finalement à cette finalité qui est le retour. Car si vous êtes croyant, évidemment, hein, moi, c'est ce que je suis. Donc, c'est ce retour et ce rappel à Dieu. Finalement, tout s'efface. Le monde s'efface. Toutes les choses s'effacent face donc, au Créateur. Et donc, c'est un texte quand même qui est porté par un souffle poétique extraordinaire. Donc, évidemment, on nous dit qu'il faut le lire en arabe pour qu'on puisse vraiment le comprendre. Hein. Mais je crois que ce que je retiens, peut-être ce qui m'influence dans mon écriture, c'est peut-être justement
ce désir du souffle, parce que l'écriture, la poésie est un souffle. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'arrive pas tellement à écrire de la poésie, le souffle a disparu, hein. Je sais pas pourquoi, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il est idéal de le courant que il y a le souffle de Dieu dans l'homme, hein. Donc le Créateur, il a créé l'homme, il a insufflé son souffle en l'humain. Et je me dis que la poésie, c'est un peu ça finalement, c'est retrouver ce souffle du divin en soi et communier avec ce souffle pour créer. Ouais. Une autre influence importante pour le poète que vous êtes, la poésie soufie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'aime beaucoup la poésie. Donc j'aime beaucoup la poésie soufie. Bon, il y a les grands poètes comme Rumi, Omar Khayyam. Il y a aussi une poétesse qui s'appelle Rabia et tant d'autres. Je m'intéresse à cette poésie parce que c'est la poésie de l'amour et de l'amour de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans la poésie soufie, c'est qu'il y a un mélange du profane et du sacré. Parce que souvent on parle de la taverne, du vin, de la femme aimée, etc. Donc on pourrait avoir l'impression que ce sont des poèmes très profanes, alors que ce sont des poèmes codés qui parlent de Dieu au fond. Par exemple, la taverne, le vin représente l'ivresse mystique. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que... Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'écrire, ces mystiques ont choisi d'écrire des poèmes? Parce que le langage du divin, justement, échappe au langage. On n'a pas de mots pour décrire l'absolu. Comment parler d'amour, par exemple? Les mots ne suffisent pas, les mots nous échappent. Mais peut-être que la poésie est le moyen idéal pour exprimer ce qui ne peut exprimer l'indicible divin ou tout simplement l'indicible. Donc c'est une poésie qui est très forte, qui est très puissante. Et c'est aussi une poésie de l'amour, et une poésie humaniste, mais qui est très ancrée en même temps, je pense, à la tradition orthodoxe musulmane, parce que je pense qu'il y a un malentendu concernant les soufis, parce qu'on les a souvent perçus comme un peu des New Age, vous savez, mais au fond, la vraie poésie soufie est quand même très ancrée dans l'orthodoxie, même Rumi, par exemple. Donc, pour moi, j'ai essayé en ce moment d'écrire des poèmes soufis en créole, donc j'ai écrit quelques poèmes récemment, et je pense que c'est ça, c'est saisir l'indicible en soi, l'indicible divin, si on veut. D'autres livres importants peut-être à partager avec nous? Oui, donc ça c'est un livre que j'adore, A Dry White Season. Au fond, ce livre nous parle de l'apartheid, donc au Sud-Afrique. Donc André Brink, évidemment, est un grand écrivain sud-africain, il est décédé il y a quelques années de cela. Donc il nous parle de l'engagement politique. Au fond, c'est l'histoire d'un type ordinaire, un type comme les autres, qui décide de s'engager. Et ça va changer sa vie complètement. Mais c'est une réflexion sur le totalitarisme, sur le racisme, sur l'engagement de l'écrivain, sur l'engagement de l'homme ordinaire, comme vous et moi. Donc c'est extrêmement bien écrit, bien ficelé, et c'est une interrogation aussi sur le pouvoir, hein. Donc un livre toujours d'actualité, à mon avis. Vous vous exprimez parfois, pas très régulièrement, mais parfois dans la presse. Vous êtes une voix parmi d'autres écrivains mauriciens qui s'expriment, notamment également sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé? Bon, moi, je ne me définirais pas comme quelqu'un d'engagé, parce que c'est un mot grandiose. Il y a des gens qui le sont comme Jacques Bisdal et d'autres, je les admire, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'engagé, absolument pas, loin de là. Il se trouve que j'interviens de temps en temps dans la presse, j'écris quelques articles, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'engagé, loin de là, je n'ai pas cette prétention. Je raconte une anecdote, donc quand j'étais à Iowa, on parlera de ça tout à l'heure, j'ai parlé à 30 écrivains et je leur ai posé la question sur l'engagement des écrivains. Et je crois que les écrivains en général sont très lucides, hein, parce qu'ils savent que, écoutez, la poésie, les romans, le lectorat, et pas qu'à Maurice, hein, ailleurs. Donc la voix des écrivains, est-ce qu'on entend ces écrivains? Donc je crois qu'ils sont tous très lucides. Personne ne m'a dit, tu sais, Omar, je vais changer le monde avec mes livres, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, c'est possible. Donc vous savez, publier un recueil de poésie, il est lu par 10 personnes, c'est sûr qu'on n'allait rien changer. Autant écrire des articles dans la presse ou faire autre chose, hein. Est-ce qu'on peut changer le monde avec les mots dans une société où personne ne vous lit ou presque? Le lectorat pour un roman mauricien, c'est quelques centaines de personnes. Donc l'impact, finalement, reste très, très limité. Bon, on peut faire autre chose de journalisme ou d'autres choses, d'activités, enfin politiques, je veux dire, pour essayer de changer les choses. Donc la littérature comme un moyen comme un outil de révolte, bon, oui, possiblement à la limite des mots, mais peut-être dans d'autres sociétés où on prend justement l'écriture et les écrivains aussi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cela ne sert à rien. Toute chose a son utilité. Nous avons récemment vécu un scandale concernant l'enseignement des auteurs mauriciens à l'école. Certains auteurs auraient été éclipsés de manuels scolaires pour les élèves du primaire.
notamment dans le cadre de l'enseignement du créole à l'école. Que pensez-vous de cette histoire ? Je ne connais pas les dessous de l'histoire, mais je trouve que c'est choquant et désespérant. Parce que, écoutez, on est à Maurice, on est un pays indépendant depuis des décennies maintenant, et il se trouve qu'on n'enseigne pas les auteurs mauriciens à l'école, ni au pré-primaire, bon, à la limite on peut comprendre, ni au primaire, ni au secondaire. Et à l'université, je ne sais pas si on enseigne beaucoup d'auteurs mauriciens dans les BA French, etc. Donc c'est choquant et révoltant, parce que on a quand même une production littéraire de grande qualité à Maurice, on a d'excellents écrivains, bon, Natacha Pana, Ananda Devi, Amal Estoril, pour nommer trois. Il y a des dizaines qui ont fait quand même un bon parcours et qui publient des textes de grande qualité et qui parlent de la réalité mauricienne. Donc je crois qu'il est extrêmement important d'enseigner les écrivains mauriciens parce que c'est vrai qu'on doit lire les grands auteurs étrangers, Shakespeare, Molière et je sais pas, Amílcar Cabral, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi connaître nos écrivains parce que c'est une porte sur l'imaginaire mauricien. Et vous savez, un Mauricien qui dit un auteur mauricien, et évidemment, il se produit un déclic. Il y a un lien qui s'établit avec l'auteur parce que cet auteur parle de sa réalité et non pas d'une réalité autre. Donc, mais je crois que, vous savez, ce qu'il y a, c'est que nous sommes un pays, bon, on le dit souvent, on ne prend pas les artistes au sérieux, on ne prend pas la culture au sérieux. C'est souvent perçu comme être poète, c'est battre à la moque. Hein. Tu peux battre la moque, c'est pour... Bon, je me suis rencontré quelqu'un récemment qui me disait ton écrit un petit poème. Bon, voilà, c'est ce qu'il pense de la poésie. C'est un truc un peu rigolo. L'écrit, c'est pas quelque chose de très sérieux. Donc, mais paradoxalement, on produit quand même, alors il n'y a pas de structure, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas grand-chose. On a pas mal de Mauriciens qui publient des livres de grande qualité, ce qui est quand même extraordinaire. Donc je pense qu'il est essentiel d'enseigner ces auteurs dès le primaire. Il faudrait inclure les textes des auteurs dans des manuels, créole, français ou anglais, parce que les Mauriciens écrivent dans toute la même hindi et ourdou, pourquoi pas, et au secondaire aussi. Donc valoriser nos auteurs. Et je pense que aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que nous vivons à l'ère des fanatismes, je crois que c'est évident. Donc la littérature, quand même, c'est un moyen d'aller au-delà de ses limites pour rencontrer l'autre. Donc, quand vous lisez un texte d'Amal Estoril, par exemple, ou un texte de Karl Tourabali, ou bien d'autres, c'est quand même aller à la rencontre de l'imaginaire de quelqu'un qui est peut-être différent de vous. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, et pour terminer, hein, bon, à titre anecdotique, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs mauriciens qui sont invités à l'étranger pour parler de leurs œuvres dans les plus grandes universités. Mais je peux dire que les portes de l'Université de Maurice, enfin j'ai eu l'occasion de le dire, sont fermées à de nombreux écrivains et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes accueillis à l'étranger, dans les plus grandes universités, mais pas à Maurice? Donc là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Comme je le disais dans mon introduction, vous êtes écrivain, mais vous vous êtes depuis peu également lancé dans la photographie, et notamment dans la photographie de portraits. Vous faites énormément de portraits de Mauriciens, mais également d'auteurs mauriciens, de poètes. Comment cet art est-il entré dans votre vie ? Je crois que c'est un phénomène, on va dire, assez bizarre, parce que je ne m'attendais pas à faire de la photographie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a donc peut-être 6 ans de cela, il y a un jeune photographe qui s'appelle Frédéric Melotte. Donc il m'a photographié dans le cadre d'un projet sur les artistes mauriciens. Donc je l'avais rencontré chez lui à Quatre-Bornes. Et là, les photos m'avaient ému. Et je crois que cela a provoqué un premier déclic. Je me suis dit ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que justement, il me semble que les photos nous permettent, je ne dirais pas de voir l'âme de la personne, mais d'aller un petit peu au-delà des apparences. Et puis un jour, j'étais au Monde, à la mer avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Et là, vous allez peut-être rigoler, mais j'ai eu comme une révélation. J'ai vu Barlène Payamutu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui raconter cette histoire. C'était au mois de décembre, il y a 3 ans de cela. Donc j'ai vu Barlène et je me suis dit, j'aimerais faire des portraits d'auteur. Je n'avais pas d'appareil photo à l'époque. Donc j'ai eu comme une vision, si on peut dire, comme une révélation. Et là, j'ai acheté un appareil photo. Mais c'était vraiment pour m'amuser. Mais quand même, j'avais un projet déjà en tête, c'était de faire des portraits photographiques en noir et blanc. Pas nécessairement d'auteurs, hein, mais de gens, d'amis, de la famille, etc. Donc j'ai acheté un appareil photo et là, j'ai commencé à faire des photos. Donc des amis, de mes enfants. Bon, évidemment, les enfants, au bout d'un moment, ils en ont marre. Hein. Donc je connais quand même pas mal de gens. Donc je fais des photos d'amis et puis d'artistes aussi. Et donc j'ai une page Facebook, donc j'ai posté des photos sur Facebook et j'ai eu un feedback quand même assez encourageant et assez positif, assez rapidement. Et je trouve que c'est un art quand même passionnant. Parce que le portrait, bon, c'est aussi une rencontre.
Bon, ce sont des gens que je connaissais vaguement, qui sont venus à la maison, que j'ai rencontrés ailleurs. Ce sont énormément de conversations. Ce sont des dizaines de conversations, souvent très intéressantes, parce que donc c'est un échange. Et puis j'aime le processus photographique aussi, parce que je trouve que... Bon, vous savez, quand vous aimez quelque chose, il est tout juste d'expliquer pourquoi vous aimez cette chose. Hein. C'est difficile d'expliquer l'amour, à vrai dire. Hein. Il y a un sentiment aussi fort, mais il s'est produit un truc. Et j'aime le processus, c'est-à-dire faire les photos, et aussi le processing, c'est-à-dire retoucher les photos, ensuite sur mon ordinateur. Et parce que ce qu'il y a, c'est que, enfin, comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, la démarche photographique rejoint un peu la démarche poétique. Parce que écrire, au fond, c'est une tentative d'aller au fond des choses, de saisir l'essence des choses. Enfin, c'est peut-être illusoire, évidemment. Hein. On ne peut jamais tout à fait saisir le réel, si on veut. Mais je pense que la photo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'essaie de m'approcher du réel de l'être, si on veut. D'aller au-delà de ce que l'être paraît être, pour découvrir quelque chose de fort et d'humain, si on veut. Et donc voilà un peu la démarche, et je trouve que c'est passionnant. Par exemple, il y a un type, il y a un clochard à Beaubassin, bon, on se connaît vaguement, et là je l'ai photographié samedi. Ça a pris 5 minutes, mais c'est toujours très fort, hein, parce qu'au fond, ce type, je le vois tous les jours, mais il est invisible, parce que personne ne le voit vraiment. Et là, lui parler pendant quelques minutes et faire sa photo, c'est aussi l'humaniser, parce que je le vois autrement. Je ne vois pas un clochard invisible, mais il s'appelle Frédéric par ailleurs, donc je vois un être humain. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites des portraits, justement, on est quand même emprisonné dans ces carcans, de ces stéréotypes sur l'autre, de communauté, de couleur, surtout à Maurice, hein, et même ailleurs. Et je pense qu'à travers la photographie, on a cette possibilité de dépasser, ne serait-ce que pendant quelques minutes, du moins, toutes ces images et toutes ces, comment dire, ces emprisonnements pour voir l'humain. Et je pense que c'est une des leçons de la photographie, finalement, de portrait, c'est que le rapport à l'autre est finalement un rapport profondément humain, au-delà des différences. L'exposition que vous avez réalisée au Blue Penny Museum, comme je le disais tout à l'heure, propose des portraits d'écrivains. Comment est né ce projet avec le musée du Blue Penny ? Bon, d'abord, je dois dire que ce n'est pas une liste exhaustive, parce qu'évidemment, il est impossible de photographier tous les écrivains mauriciens. Il y a plus d'une centaine et même plus. Donc c'est un choix subjectif, et puis certains écrivains ne sont pas maurices, comme Ananda Devi et Kaltura Bali, donc cela n'a pas été possible. Mais donc ce sont des auteurs dont je connais plus ou moins l'œuvre, donc je connais la qualité des textes aussi. Donc je crois que je voulais aussi qu'il y ait des auteurs de diverses langues, hein, qu'on ait une disons, qu'on puisse avoir un aperçu de la production littéraire mauricienne. Donc, comme je l'ai dit, c'est un choix subjectif. Je ne prétends pas pouvoir faire les photos de tous les écrivains mauriciens. C'est tout simplement impossible. Alors, vous ne photographiez pas uniquement des écrivains ou des artistes ou des personnalités, mais vous photographiez aussi des personnes lambda, les Monsieur Tout-le-Monde de Maurice ou d'ailleurs. Et dans quelle mesure la photographie est intéressante dans ce contexte de photographier des inconnus ? Qu'est-ce que cela vous apporte en tant que photographe ? Ben justement, comme je l'ai dit, vous savez, je crois que... je ne sais pas si vous connaissez Humans of New York, c'est sur Facebook. Il y a un petit Philippe de New York. Et ce sont des gens, comme vous dites, lambda. Hein. Mais vous réalisez que tout le monde a une histoire à raconter. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, en fait. Comme je dis, c'est pas tant... C'est aller au-delà, justement, de tout ce que du métier de la personne, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit être, pour écouter, être à l'écoute. Vous savez, il y a un concept que j'ai découvert dans un livre de sociologie, parler de deep emotion de la personne. Bon, c'était par rapport à la politique, mais the deep emotion, c'est l'émotion profonde de la personne. C'est l'histoire qu'on se raconte tous les jours, peut-être. On se réveille le matin et on se raconte cette histoire. On est le romancier de cette histoire. Donc, quel est ce deep emotion? Mais évidemment, pour chaque personne, c'est une histoire différente. Mais je pense que c'est un peu l'idée, parvenir, du moins, à entendre cette émotion de la personne, cette histoire de la personne. Hein. Parce qu'il y a des choses comme ça qui nous touchent, qui nous émeuvent, on a envie d'en parler. Donc, et c'est étonnant, vous savez, parce que parfois on rencontre des gens qu'on connaît à peine, bon, ils viennent à la maison faire des photos, mais au bout de 30 minutes, on sait énormément. Il y a quand même un désir de se révéler qui est assez étonnant. Hein. Les gens vous parlent de choses assez intimes. Okay. Et je pense, au fond, c'est ça qui me passionne, c'est le visage humain.
le visage humain dans toute sa complexité, dans toute son humanité. Et il n'y a pas de hiérarchie, au fond. Peut-être c'est un peu utopique, hein, c'est un peu idéaliste, parce que nous vivons dans une société de hiérarchie. Comme j'ai dit, nous sommes à l'ère des fanatismes, la montée de l'extrême droite, du terrorisme, etc. C'est un monde de fous. Hein. Et je pense que, sans être naïf, je pense que nous oublions peut-être l'essentiel, qu'au-delà de toutes ces différences, il y a des êtres humains. C'est ce que je crois, naïvement et peut-être bêtement. C'est qu'au-delà de ces différences de couleurs, etc., il y a des hommes et des femmes. Hein. Et peut-être que c'est un peu ça la démarche, c'est révéler la personne, tout simplement, ce qu'elle est. Ouais. Vous avez participé à une résidence d'écriture aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Donc, c'est une résidence à l'Université d'Iowa qui s'appelle l'International Writing Program, une résidence qui dure 3 mois environ. Et c'est une résidence extraordinaire, hein, parce que Shehnaz Patel y était, Barlén aussi, Farhad Kouherati, 3 Mauriciens, et ils vous diront certainement la même chose. Donc, c'est extraordinaire parce que d'une part, c'est un lieu que je trouve très mystique, parce que vous résidez dans un hôtel qui se trouve à côté d'une rivière qui est magnifique. Donc le campus est magnifique. Et puis il y a l'accueil, hein, qui est extraordinaire. Donc on se retrouve avec 30 écrivains du monde entier. Bon, souvent on se pose la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait parmi tous ces grands écrivains? On se sent tout petit. Mais bon, donc des écrivains quand même très talentueux. Donc là, il y a pas mal d'échanges, pas mal de rencontres. On voyage, on se déplace dans divers endroits aux États-Unis. Et c'est vrai que, vous savez, on a cette image très stéréotypée des États-Unis. D'une part, il y a Hollywood, d'autre part, il y a Trump. Et ces réalités, bon, existent. Hein. Mais il y a aussi une autre réalité américaine qu'on ne voit souvent pas. Hein. C'est pas, on est très lucide, je suis très lucide par rapport à ce pays, hein, qui reste un grand pays impérialiste quand même. Il ne faut pas se leurrer, hein, il y a énormément de problèmes. Mais il y a une autre Amérique aussi qui est très accueillante et très, comment dire, accueillante à l'égard des étrangers. Donc, moi j'ai travaillé sur un projet photographique une fois de plus lors de cette résidence. Donc j'ai les portraits de tous les écrivains du IWP, du programme. Donc il y avait 30 écrivains. Et quelques étudiants du MFA Workshop. Donc c'est un cours de Creative Writing qui est vraiment célèbre aux États-Unis, qui est très très réputé. Donc j'ai eu l'occasion de faire des portraits de quelques écrivains étudiants du MFA Workshop. Et c'est vraiment passionnant. Parce que, donc, 30 portraits, c'est-à-dire 30 conversations. Donc vous parlez un japonais lundi et mardi c'est un arménien et jeudi une poétesse turque. Donc ce sont énormément d'échanges et ce sont un dialogue, une conversation. Donc j'ai appris énormément. Donc j'ai posé les mêmes questions souvent. Hein. Pourquoi vous écrivez? Votre rapport à la mort par exemple qui est très intéressant. Donc ensuite j'ai fait les photos. Donc j'ai aussi l'occasion de faire des portraits parce qu'on s'est déplacé dans plusieurs villes. Donc là je fais des portraits de SDF. Donc dans les rues de Chicago, Nouvelle-Orléans, mais ce sont des belles rencontres. Donc je me souviens d'une rencontre avec un type à Chicago, donc un SDF, African American, donc un Nord-Américain. Et là, on s'est parlé pendant 15 minutes. Et là, il me propose une interprétation extrêmement lucide et brillante de la société américaine. Hein. C'est étonnant, on a parlé, on a discuté. Il m'a parlé des bonnes choses et des choses moins bonnes aux États-Unis. Donc ce sont des échanges comme ça qui sont... Vraiment, je trouve, c'est assez fascinant. Parce qu'au fond, tout être a une histoire à raconter et tout être est le romancier de sa vie. Donc si vous donnez l'occasion de parler, il vous racontera des choses inattendues et merveilleuses souvent. Donc vraiment, c'était un beau séjour. Donc c'est vrai que tout est fait pour que l'auteur se sente à l'aise et Shehnaz me disait que ça prend beaucoup de temps pour se remettre d'Iowa. Et c'est vrai que 6 mois plus tard, j'y pense tous les jours. C'est très particulier, c'est très fort. Ouais. Pour terminer et boucler la boucle, en quelque sorte, vous êtes d'abord et avant tout poète et écrivain. Que représente pour vous la poésie, l'écriture? Donc, je crois que l'écriture poétique, c'est d'abord la fascination des mots. Donc, j'adore lire. Donc, ça, je ne suis pas quelqu'un d'envieux, je n'envie pas un sculpteur, enfin pas plus qu'un autre, je pense, ou un cinéaste, mais j'envie les grands écrivains parce que je lis énormément. Et bon, là, je suis en vacances au moment, donc je lis plusieurs livres. Donc, et j'ai trouvé une fascination pour les grands livres, pour les beaux textes, par exemple. Bon, il y a Jhumpa Lahiri ou Camus, ou Ananda Devi que j'adore. Et pour moi, cette écriture relève de l'alchimie. C'est une divinité, il y a à la limite une divinité dans les mots, et c'est et cela m'émeut profondément. Et je pense que écrire peut-être c'est cette tentative à mon niveau évidemment, et c'est ça toute la problématique hein, quand vous écrivez, vous vous dites il y a des choses
magnifique. Et là, vous êtes là avec vos petits mots dérisoires et vous vous dites, est-ce que cela vaut le coup vraiment, hein? Mais je pense qu'il y a d'abord ça, c'est ce rapport aux mots, cette fascination pour les mots, hein, ce besoin des mots et ce besoin des livres. Et cela ne fait qu'empirer au fil des années, malheureusement ou heureusement. Mais donc la poésie aussi, l'écriture comme un moyen de s'exprimer, je pense être quelqu'un d'assez timide. Enfin, je dis à mes enfants que je suis timide, mais ils ne sont pas du tout convaincus, mais c'est le cas. Donc, je pense que c'est Édouard Monique qui le disait, je me souviens d'une conférence, il disait que la poésie, cet espace en soi, je ne sais pas, de liberté, où vraiment on va au fond de soi-même. Il n'y a pas de censure quand on écrit de la poésie, il n'y a pas de mensonge. Donc on peut être au plus proche de ce qu'on est. Je pense que la poésie aussi, c'est la quête de la beauté, c'est tenter par l'entremise des mots de créer le beau. Parfois on y arrive et peut-être parfois pas, hein. Mais je pense qu'il y a aussi une autre facette, hein. Au-delà de la facette, on va dire, intérieure, qui est la facette extérieure, ou l'extériorité si on veut, c'est aussi établir un certain rapport à l'autre. Et il ne faut pas nier, bon, il y a un certain narcissisme aussi à l'écriture, hein. C'est ce besoin d'être lu, c'est le besoin d'être reconnu aussi, et aussi à travers cette identité d'artiste, on échappe un peu à l'anonymat. Donc pour moi, cette démarche, ça vient des tréfonds de l'être, et ça passe par plusieurs strates, mais aussi il y a la strate extérieure qui est aussi publiée. Parce qu'il y a des gens qui écrivent et qui n'éprouvent pas le besoin de partager leur écrit. Donc je pense que tout artiste, au fond, il y a une dimension un peu quand même de narcissique. Bon, un peu, je suis le moins mégalo des auteurs mauriciens, je crois, parce que je connais pas mal d'auteurs. Enfin, je dis ça c'est pas pour me flatter. Enfin, je pense être l'un des moins mégalos. Parce qu'on dirait que la modestie ne court pas les rues, hein, donc voilà. Mais bon, c'est un peu ça. Bon, pour moi, donc l'écriture, c'est tous ces aspects, toutes ces facettes réunies. Et peut-être, au bout du compte, c'est aussi une façon d'échapper à la mort. Pour moi, la mort, c'est une grande problématique, hein, j'y pense souvent. Le caractère expéditif de l'anéantissement d'un être, parce qu'on passe de la vie au néant rapidement. Et donc, quel rapport établi à ça? Est-ce que peut-être c'est le désir de laisser une trace, une forme de postérité, peut-être illusoire, mais en créant, en faisant quelque chose que j'estime être, qui a un sens qui est meaningful, comme on dit en anglais, c'est peut-être une façon aussi de défier cet anéantissement, cette disparition, de léguer quelque chose. Je me disais qu'au bout du compte, au-delà de tous ces aspects esthétiques, de reconnaissance, de quête de soi, peut-être que l'écriture, fondamentalement, à la base, c'est ça, c'est un dialogue avec la mort, peut-être.